sur le plateau du 64 minutes pour évoquer ces élections et l'avenir de la Tunisie. Jean-Yves Moisseron, bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Yves Moisseron, vous êtes chercheur à l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek et spécialiste en particulier, je peux dire, de la gouvernance et des institutions du monde arabe. Et puis en direct de Tunis, Pierre Puchot. Pierre Puchot, bonsoir. Vous êtes journaliste à Mediapart, vous êtes un passionné du Moyen-Orient, du Maghreb et de la Tunisie en particulier, et vous êtes devant le siège de l'instance supérieure indépendante qui va superviser les élections. Alors, Pierre Puchot, puisque vous êtes devant cet endroit stratégique pour l'élection, tout est organisé pour que le vote soit libre et transparent demain en Tunisie? On peut dire ça, on peut dire aussi que malheureusement par rapport à ce qui s'est passé en 2011, il y a beaucoup d'irrégularités qui sont notées en fait dans les pays étrangers pour l'instant où votent les Tunisiens aujourd'hui. J'ai eu des échos j'ai un peu échangé sur les réseaux sociaux avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de désorganisation, notamment des bulletins qui manquent ou des gens qui ne sont pas forcément inscrits. C'est pas évidemment la majorité des cas, mais c'est problématique. Et ce qui est problématique, de même que le désordre qu'il y a eu par exemple sur l'accréditation des observateurs ou sur les accréditations presse pour ce scrutin, c'est que le scrutin a l'air moins bien organisé qu'en 2011, ce qui est un peu étonnant si on considère que ça fait il y a 3 ans qui ont passé et qu'on avait un peu le temps de s'organiser. Mais c'est peut-être aussi une image qu'il faut creuser. Je pense que ça dit quelque chose de la période qu'on est en train de vivre et de ce qu'est la transition, qui est vécue un peu dans les différents pays à l'étranger comme quelque chose qui se passe bien en fait comparé, vous en parliez dans le journal, à l'Égypte. Il y a quand même des points qui sont assez problématiques et dont j'espère on va revenir dans ce grand angle avec vous ce soir. On va y revenir, Pierre Puchot, mais d'abord Ben Ali, je le disais, a été chassé du pouvoir il y a près de 4 ans. La Tunisie a connu 4 gouvernements, je crois, différents en 4 ans. Le climat politique a été souvent très tendu, il y a eu des attentats, des morts, mais au final, en quelques phrases, quel bilan vous faites de cette transition démocratique des 4 ans qui viennent de passer ? Alors grosso modo, les points positifs, c'est cette constitution dont une majorité de la société tunisienne est content, le dit. On a bien relevé le défi à ce niveau-là. On est arrivé aussi aux élections, donc ça c'est un point positif. Il y a une transition comme ça qui a été plus ou moins sécurisée, puisque comme vous le dites, on est passé par des phases d'attentats et tout ça. Bon, on voit aujourd'hui que c'est pas terminé. Il y a une opération d'ampleur en fait à 70 km de Tunis. Mais de l'autre côté, il faut aussi souligner qu'il n'y a eu aucun progrès sur énormément des demandes en fait des Tunisiens qui avaient fait cette révolution. Le premier volet, ce qu'ils avaient en plus en tête quand ils ont fait cette révolution, c'est-à-dire le volet social, a complètement été banni des débats et mis de côté, ce qui crée énormément de problèmes. J'étais en début de semaine par exemple à Sidi Bouzid où se présente la veuve de Mohamed Brahmi qui a été assassiné en 2013. Elle me dit on fait face à une telle misère malgré la médiatisation du pays pendant 3 ans, à une telle misère qu'on n'est pas sûr en fait que ces élections servent réellement à quelque chose. Nous on se présente pour essayer de porter cette voix-là des Tunisiens, mais le problème c'est que la misère est exactement la même que ce qu'elle était en 2010 à la veille de la révolution. Alors, ça crée une certaine confusion chez les gens sur place qui du coup se demandent qu'est-ce que la démocratie leur a apporté. C'est un vrai enjeu dont il faut parler aujourd'hui. Jean-Yves Moisseron, le paradoxe c'est peut-être qu'aujourd'hui on vit moins bien sous la démocratie entre guillemets tunisienne que sous la dictature Ben Ali. En tout cas les questions économiques seront un enjeu aussi de ces élections. C'est clair qu'il y avait 2 attentes très fortes dans cette révolution. Il y avait une attente sur le plan des libertés publiques, de la démocratie, d'une constitution, d'élections libres, etc. Et tout cet aspect-là a occupé le devant de la scène, avec un processus de transition démocratique qui est en voie de stabilisation. Il faut toujours être prudent parce que les choses ne sont jamais acquises, mais il y a une constitution. C'est pas seulement le bon résultat de la constitution, c'est la façon dont elle a été construite, cette constitution. Une constitution, c'est toujours essentiel dans un pays parce que c'est le résultat d'un consensus politique sur la façon dont on va organiser les choses. Ce consensus-là, il a été trouvé. Et il a été trouvé et il a été atteint, chose qui ça n'a pas été le cas, par exemple, en Égypte. Et puis la deuxième grande aspiration pour ces mouvements révolutionnaires, c'est effectivement la question sociale. C'est la fragmentation territoriale, la pauvreté dans des zones centrales, littorales. Et là-dessus, c'est vrai, les résultats n'ont pas été atteints encore. Sous question, est-ce que cette situation que vous venez de décrire va plutôt faire le jeu des islamistes? Je poserai la même question d'ailleurs à Pierre Puchot tout de suite. Est-ce que ça va plutôt faire le jeu des islamistes ou alors du bloc centriste Nida Tounes qui est en face? Je crois que malheureusement que la question sociale n'a pas été
encore clairement traités. Il y a des programmes, des programmes économiques, notamment Nida Tounis qui a développé une vision. Simplement, cette question-là est à traiter dans l'avenir. Il faut mettre en place des réformes, changer de mode de croissance, de régulation, etc., notamment pour offrir du travail à un tas de diplômés. Mais là, l'enjeu et les résultats qui est extrêmement incertain. Cette question sociale va jouer, mais pour les islamistes, il y a quand même, par rapport à la situation de 2011, l'usure du pouvoir, donc probablement en tout cas, ils n'ont pas résolu cette question. Pierre Puchot, qui va profiter, électoralement parlant, de cette situation économique que vous avez décrite tout à l'heure? Mais je pense, pour revenir sur cette question économique et la conséquence que ça peut avoir sur le scrutin, il faut se rendre compte que, en fait, on fait une opposition entre Ennahdha d'un côté et Nida Tounes de l'autre, mais il n'y a absolument aucune différence sur leur programme économique. Tous les deux prônent un libéralisme, c'est-à-dire une coupe dans les budgets publics, une coupe dans les dans les municipalités, etc. Ils ne proposent pas de réel plan de relance et ils ne proposent pas non plus les moyens de mettre en œuvre ce qui était pourtant demandé, ce qui avait été pourtant avancé en 2011, c'est-à-dire un plan de rééquilibrage des régions et des régions de l'intérieur du pays qui sont marginalisées depuis 60 ans et même qui étaient marginalisées sous la colonisation française. Donc de ce point de vue-là, je pense pas en fait que l'argument économique soit quelque chose qui permette aux gens de se décider, parce que malheureusement, il y a assez peu de partis en fait qui représentent les gens qui sont vraiment en demande de relance sociale et d'équilibrage du pays. Donc en fait, encore une fois, la dichotomie entre d'un côté le parti Ennahdha et de l'autre côté Nida Tounes n'est vraiment pas pertinent sur la question sociale. Alors ceci dit, l'éventail politique est très large, il y a beaucoup de partis qui se proposent donc au suffrage des électeurs, mais grosso modo, on peut dire que le paysage politique de la Tunisie demain, ce sera deux blocs, un bloc islamiste et un bloc Nida Tounes, qui est un parti centriste, un peu attrape-tout. Disons qu'on a observé au cours de ces dernières années une espèce de bipolarisation de la vie politique, avec la mise sur le débat public, une question plutôt identitaire, et en particulier quelle est la place de l'islam dans la société tunisienne, au détriment d'une autre fracture qui avait été celle des premières élections. C'était au fond ceux qui avaient été opposants au régime de Ben Ali, ceux qui avaient participé. Donc ces cartes-là sont rebattues, et donc cette bipolarisation laisse une certaine incertitude par rapport à toute une série de petits partis politiques dont on ne sait pas très bien le résultat qu'ils vont faire, mais qui vont être engagés dans des alliances qui, à la suite des élections, risquent de composer des alliances un peu incertaines pour l'instant. Pierre Puchot, on sait déjà qu'aucun parti, a priori, sauf grosse surprise, n'aura la majorité absolue. Donc que ce soit les islamistes ou Nida Tounes devront former une coalition. C'est bien ça ce qui va se passer? Absolument, et je pense que ce qui va surprendre beaucoup d'observateurs qui, je lisais aujourd'hui quelque chose qui m'a beaucoup énervé dans la presse internationale et en particulier la presse française, d'opposer le côté laïque et islamiste, ce qui va complètement être certainement, on va voir l'inanité un peu de cette opposition quand on va se rendre compte qu'après l'élection, ce qui pourrait probablement se passer, c'est les deux partis Nida Tounes et Ennahdha vont arriver en tête, et ce qu'on voit se dessiner de la part des petites phrases qui sont un peu lancées de part de Rached Ghannouchi d'un côté, et puis même Béji Caïd-Sebsi ces dernières semaines, c'est de dire oui, finalement, Rached Ghannouchi c'est un homme politique intéressant, Béji Caïd-Sebsi c'est un homme avec qui il faut composer. Un rapprochement comme ça des deux forces, il pourrait avoir une coalition en fait, absolument. Entre les deux. Ça montrerait bien ça montrerait bien que l'opposition artificielle, laïque moderniste et de le côté islamiste qu'on essaye de nous faire croire depuis 3 ans dans différents papiers n'a aucune réalité sur le terrain. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui en Tunisie. Ce dont il s'agit aujourd'hui en Tunisie, c'est de se rendre compte que ces deux partis-là, qui ont plus ou moins régné ensemble, puisque 2 ans Ennahdha et avant c'était Béji Caïd-Sebsi, donc de Nida Tounes, qui était Premier ministre, même si Nida Tounes n'était pas encore formé, ces deux partis-là ont des réseaux. D'un côté Ennahdha, les réseaux sociaux, de l'autre côté Nida Tounes, les réseaux RCD de l'ancien régime. Ces deux partis-là, en s'entendant, font courir le risque à la Tunisie d'écraser toute possibilité d'émergence d'un troisième pôle, qui aurait par exemple une politique économique complètement différente et qui serait en dehors de ces deux dynamiques. C'est ça qui se joue à cette élection. En fait. Jean-Yves Moisseron, est-ce que cette coalition, si elle se forme, ce serait quelque part le retour aussi en catimini des anciens du RCD, donc des anciens bénalistes? Une partie du RCD effectivement va se refaire une santé dans cette élection, mais en même temps il faut dire que c'est ce qui s'est toujours passé dans les autres phases de transition, et les expériences où on a mis tout le monde dehors
en général, étaient pas très bonnes. Donc il faut garder, je suis désolé de le dire, une partie de l'administration. Bon, c'est le cas. Mais vous croyez aussi que cette coalition est possible? Alors je pense que cette coalition est effectivement possible. On passerait d'une révolution confisquée, peut-être pour reprendre l'ouvrage de Pierre, et à une révolution captée, c'est-à-dire captée par des forces politiques qui finalement s'arrangent pour se répartir le pouvoir et mais est-ce que c'est un danger? C'est aussi une façon de sortir de cette question identitaire sur la place de l'islam dans la société pour passer à autre chose. Alors c'est vrai que le risque, c'est d'écraser des formations politiques qui peuvent avoir une vision différente, mais c'est aussi un gage peut-être de stabilisation. Alors encore un mot aussi sur l'abstention. 45% a priori des Tunisiens ne se sont pas inscrits sur les listes électorales, ce qui veut dire que déjà, 4 ans après la Révolution, 45% des Tunisiens sont des déçus de la démocratie. Pierre Puchot, puis la même question après. Je ne sais pas s'ils sont des déçus, peut-être que surtout ils ne sont pas encore entrés dans la démocratie. Comme je disais tout à l'heure, la démocratie c'est quelque chose qui se vit aussi sur des questions économiques. Malheureusement, quand vous êtes déclassé dans votre quotidien, et que vous voyez pas la différence entre ce qui s'est passé en 2010, que vous voyez beaucoup de plateaux de débats sur les plateaux télé, de beaucoup de discussions comme ça qui vous semblent un peu stériles, forcément vous n'êtes pas entré en démocratie. Et de fait, il y a énormément de Tunisiens aujourd'hui qui ne sont pas vraiment entrés en démocratie parce que les questions sociales qui étaient pour eux les plus importantes n'ont pas été portés par leurs élus politiques. En 2011, ils ont vu des gens voter, principalement sur les questions sociales, qui n'ont pas été entendus. Du coup, effectivement, la démocratie, ça leur semble quelque chose d'un peu vain comme ça. Ce qui est extrêmement dangereux si on y pense, parce que cette alliance dont on parlait tout à l'heure, Ennahda Nidé Tounes, a tout à fait les moyens post-électoral, suivant le score qu'ils feront et suivant l'emprise un peu qu'ils auront sur l'Assemblée, d'instaurer quelque chose comme un peu pas une dictature, mais quelque chose, un régime semi-autoritaire qui se fera justement sur ces déçus de la démocratie, qui sera d'autant plus facile à instaurer que ces Tunisiens seront déçus de la démocratie. Merci Pierre Puchot. Je termine avec Jean-Yves Moisseron. Même question, les abstentions, vous l'expliquez comment l'abstention? L'abstention, c'est effectivement la question sociale. Voter ne se traduit pas forcément par une amélioration des conditions de vie. La deuxième chose, c'est que l'offre politique est peut-être pas assez diversifiée, ne rend pas compte de la diversité des fragmentations de la société tunisienne qui est très forte. Et puis, il faut quand même pas trop s'inquiéter. 45%, la moitié, c'est pour des élections législatives des niveaux d'abstention qu'on observe aussi en France et ailleurs. Il y aura peut-être moins d'abstention pour l'élection présidentielle qui va suivre. Merci à tous les deux. Merci en tout cas à Pierre Puchot d'avoir été en direct avec nous en duplex depuis Tunis. Merci Jean-Yves Moisseron. Je rappelle aussi qu'on peut quand même considérer que ce qui se passe en ce moment en Tunisie, c'est un vrai laboratoire démocratique pour l'ensemble du monde arabe, peut-être un exemple à suivre pour beaucoup d'autres pays dont on parle régulièrement dans l'actualité et peut-être d'ailleurs au-delà du monde arabe. Merci à tous les deux.